On va commencer par un tour d'horizon en Bretagne, parce que on a beau être de toute la France, ce webinaire est organisé par FNE Bretagne. Et on va commencer avec Jean-Pierre Leland. Bonjour Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous êtes administrateur d'eau et rivières de Bretagne, vous vous intéressez à la méthanisation depuis quelques années. Vous êtes membre du CNVMCH, le Comité national de vigilance méthanisation canal historique, dont le but est d'accompagner, aider et informer tous ceux qui font face à des problèmes liés à la méthanisation. Jean-Pierre, on va faire avec vous le Trobraise, le tour de la Bretagne hein, de la méthanisation. C'est peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Oui, je vais donc faire un petit tour d'horizon en quelques minutes. En 10 minutes, je pense que ça doit pouvoir le faire. De ce qui se fait en Bretagne et peut-être comparé à d'autres régions de France. D'un point de vue proche du terrain, alors je dis ça parce que pour avoir participé à un certain nombre de réunions, d'interventions publiques, de visioconférences et aussi de visites de méthaniseurs, visites publiques, la plupart du temps sur sollicitation de riverains, mais pas toujours. Et aussi parce que je suis avec Jacqueline, d'ailleurs, qui interviendra tout à l'heure, membre du CODERS du Morbihan, où on va passer tous les dossiers, en particulier ceux de méthanisation. Euh, ça a permis de voir dans le détail un certain nombre de dossiers de méthanisation. Et en dernier lieu, je représente aux Rivières avec Régine Ferron, qui est intervenue ce matin, au comité de suivi de l'étude régionale sur la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est un petit peu maintenant un de mes domaines d'études associatives, malgré que ma compétence, je suis ingénieur généraliste, on va dire, hein. Donc c'était pas mon domaine de prédilection, mais on peut s'y mettre. Donc je vais commencer par dire où on en est en Bretagne, du point de vue du nombre de méthaniseurs, et puis aussi par rapport, voilà, un diagramme au mieux qu'un discours. Vous voyez que si on cumule d'une part la quantité de méthaniseurs par kilomètre carré et puis d'autre part en bleu le nombre de sites par rapport au nombre d'habitants, et ben dans les deux cas, on est sur la première marche du podium et suivi de près par le Grand Est et les Hauts-de-France. Et c'est pas un hasard. Euh, du point de vue de l'énergie, c'est un peu pareil, sauf que là, au niveau de la quantité d'énergie produite, on n'est que sur la troisième marche du podium, c'est ce dont on n'a pas forcément à être fier. Disons que de toute façon, la Bretagne, on est là, hein, on est troisième. Par rapport à la moyenne nationale, eh bien, on contribue à, à la production d'énergie, contrairement à ce qui pourrait nous être opposé. Donc, on peut dire comme ça que la Bretagne fait sa part. Bon, d'un point de vue cartographique, voilà ce que ça donne. Donc, alors, les chiffres sont toujours avec un temps de retard. Je pense que en fin 2023, il y en a encore plus que 254. Mais ça, ce sont les derniers chiffres officiels. 254, dont un certain nombre sont en instruction, hein, les dossiers sont déposés, d'autres sont en travaux ou en maintenance, et en bilan, il y en a en cogénération et en injection. Je pense que fin 2023, l'injection a dû dépasser la cogénération. C'est assez probable. Et puis, il y a les chaudières. Vous voyez qu'en rouge, vous avez des points qui représentent les chaudières, dont on parle assez peu. C'est des gens qui brûlent le biogaz pour chauffer des piscines ou quoi que ce soit d'autre. La cogénération, c'est les points verts. Et les points bleus, c'est l'injection. Donc, avec une forte prédominance quand même du centre de la Bretagne et puis aussi du nord. Donc, du point de vue de l'injection dont on vient de parler, sans jeu de mots, on peut dire qu'elle explose en France. Et là, je ne fais pas des références aux accidents, hein. Donc voilà, ce diagramme qui a le mérite d'être beaucoup plus parlant, il a une petite tête d'exponentielle. En gros, ça double presque tous les ans, ce qui peut quand même quelque part faire peur. Une chose à dire, c'est que si on regarde la taille moyenne des méthaniseurs, voilà le tableau, leur taille moyenne a triplé depuis 2015. Donc plus que le nombre de méthaniseurs qui peut faire peur, la production d'énergie va aussi faire peur. Et quand on reprend ce qu'a dit Daniel à l'instant, comme le nombre d'accidents, bien sûr, des industriels, des gros, bah, c'est pas pour nous rassurer. Euh, les sources sont mentionnées en bas de cette diapositive.
Autre chose de très important, pour contextualiser un petit peu ça, il faut dire, puisqu'on parle de gigawattheures, enfin de kilowattheures, de gigawattheures ou de térawattheures au niveau français, la production de France de gaz à effet de serre reste de toute façon très faible, hein. Le dernier chiffre connu l'année dernière, c'était 0,9%, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des méthaniseurs de toute la France ne produisaient que 0,9% des 474 TWh consommés en France, hein. Et 474 TWh, c'est gaz fossile plus gaz de méthanisation. En 2022, le chiffre est monté à 7, avec une petite diminution de la consommation, qui est peut-être très temporaire. Bref, les objectifs des objectifs nationaux sont plusieurs dizaines de térawattheures. On a entendu les chiffres ce matin, hein. Donc, faut bien avoir ça en tête pour prendre du recul par rapport à ça. Ce qui n'a pas été trop évoqué ce matin, mais du coup, graphiquement, si on regarde, alors là, c'est un regard par rapport à l'énergie primaire, parce qu'on pourrait aussi avoir un regard par rapport à l'énergie consommée. Il faut bien avoir en tête que, en fait, le biogaz, pour l'instant, c'est dans l'épaisseur du trait, quoi. Voilà. Le fossile, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, c'est 67%, je crois, de la consommation d'énergie primaire en France. C'est surtout à ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est pas avec, même en 7 TWh multiplié par 2, 3, 4, 5, autant qu'on veut, c'est pas ça qui va résoudre le problème du mix énergétique. C'est surtout pas ça. Bien. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au problème de la réglementation, parce que ça a un lien très fort avec le développement de la filière. Depuis plusieurs années, ça c'est très général, hein, mais ça concerne à plus forte raison la Bretagne, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement a été vraiment diminuée très, très nettement. Alors, relèvement des seuils dans les années 2014-15, l'accélération des énergies renouvelables et la loi qui va avec, les diverses simplifications administratives, entre guillemets, la loi ASAP, la consultation des coders qui est devenue facultative il y a peu, euh, et puis sans oublier les canalisations de transport, parce que le gaz en injection, il faut le transporter, donc il faut construire des canalisations. Ça passe sous les radars du citoyen. Voilà. Donc, globalement, on peut se demander si la législation est un garde-fou. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Et avant de continuer sur ce thème-là, rappelons, pour beaucoup, vous êtes déjà au courant, qu'actuellement, lorsque ces méthaniseurs qui sont classés environnement, les CPE, en dessous de 30 tonnes par jour, ce qui fait déjà beaucoup, on ne demande aux porteurs de projet qu'une déclaration, un simple imprimé à remplir de 3 pages. Sans contrôle, sans que les citoyens soient au courant. Ça passe pas au commerce, hein. Entre 30 tonnes et 100 jours, cette fameuse procédure qui est apparue il y a quelques années en enregistrement, baptisée autorisation simplifiée, et oui. Et rappelons que maintenant, le seuil au-delà duquel, qui s'appelle autorisation pour la procédure, au-delà duquel on fait une étude environnementale d'impact, c'est 100 tonnes par jour. Bien, ce qui fait que on peut se poser la question, est-ce que la charte de l'environnement, vous savez, c'est un document qui est issu de la Convention Aarhus qu'a signé la France, dit bien que le citoyen, toute personne, a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement. Pourquoi faire? Pour participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. C'est ça, c'est dit dans la texte, hein, c'est même à valeur constitutionnelle. À tel point que FNE, national, a porté un recours au Conseil d'État pour dire que ce n'était pas conforme, ce système de seuil, au principe des directives européennes. FNE a gagné, et donc le Conseil d'État a ordonné de prendre des dispositions permettant de faire ça correctement. Et pour donc éventuellement passer en procédure d'autorisation, en tout cas faire une étude d'impact environnemental pour d'autres caractéristiques que sa dimension. Et ce qui fout tout par terre, c'est que le pouvoir a été donné au préfet de trancher. Et on peut dire que sur ce coup-là, les préfectures sont jugées parties. Donc voilà, en résultat, alors notamment en Bretagne, et là pour faire partie du commerce, on en sait quelque chose, on le constate tous les jours, enfin presque tous les mois, disons. Les préfets ignorent le plus souvent les dispositions de ce dispositif qui a été appelé clause filet, hein. Et pire, et on l'a vu dans un exemple tout dernièrement,
Ils ne consultent même pas le CODERS, même si c'est un gros projet. Hein. Le projet auquel je fais allusion, il se trouve en Bretagne, à Discrif. Il est de l'ordre de 90 tonnes par jour, hein, en limite du seuil des 100 tonnes. Et non seulement le préfet a signé, mais il l'a signé avant, sans consulter le CODERS. On en est là. Bien. Dernière chose importante, je vous laisse le temps de relire ça. Je vais parler maintenant de deux points qui me semblent aussi pas anodins du tout. Euh, en Bretagne, l'impossible débat contradictoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous avons été invités, hein, je n'étais pas tout seul, en Normandie, à faire une table ronde où étaient à la table la Chambre d'agriculture de Normandie et le club biocase local. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais voilà. Donc deux structures tout à fait biométhanisation. Euh, et on a échangé nos arguments, on n'était pas du tout d'accord, un peu comme ce matin, et il a été très positif de se rendre compte que du point de vue du public, la balance penchait quand même vraiment pour l'avis du CNVM et de la, la Confédération paysanne. Eh bien, ce genre de débat, alors, le présent webinaire corrige un petit peu le truc, mais le débat contradictoire en Bretagne est impossible. Et l'absence de l'ADEME à ce webinaire est aussi un témoin de ce que je suis en train de dire. Bon, ça, c'est comme ça, et pour l'instant, je ne vois pas trop comment on pourrait changer. Euh, avant-dernier point à dire, au niveau médiatisation, il y a aussi un problème, et pas seulement en Bretagne. Euh, Certains sujets ne sont jamais repris et développés alors qu'ils sont essentiels. Et Dieu sait qu'on a été souvent interviewé par des journaux de diverses sortes, et certaines choses qu'on voudrait faire dire au grand public eh ben, ne paraissent pas. Deux exemples simplement qui me paraissent parmi les plus importants. Le problème du bilan climatique, hein, qui est au-delà du bilan carbone. Le problème des gaz à effet de serre n'est pratiquement jamais évoqué, ni surtout développé. Et le deuxième point, le rachat de l'énergie à des prix très supérieurs au prix de marché de l'euro, ceci aux frais des contribuables. C'est très difficile de faire euh, dire à la presse des choses pertinentes et fouillées sur ce point-là. En gros, chaque contribuable français paye 100 euros du mégawattheure sans le savoir pour contribuer au développement de la filière méthanisation. Et ça vaut. Il faudrait que ça soit beaucoup plus médiatisé. Bien. Je dirais Rapidement, que Jean-Pierre, pour conclure, ouais. voilà, bah, c'est ma conclusion. Vous pouvez la lire, je vais la relire. La méthanisation est une technique qui permet de produire une quantité minime d'énergie en détériorant l'environnement et le climat aux frais du contribuable, en enrichissant, surtout en Bretagne, des industriels et quelques gros agriculteurs intensifs au détriment du modèle agricole paysan. Je voudrais juste rajouter une note positive après ma conclusion. Les hasards du calendrier font que quelques bonnes nouvelles viennent d'être publiées. En région de Normandie, on l'a déjà dit, le président de région stoppe les subventions méthanisation. Le gros méthaniseur d'Arzal, dont Jacqueline va nous parler, vient d'être condamné pour un non-respect de la réglementation. Le méthaniseur XXL de Corbeil n'a pas l'avis favorable du préfet de Loire-Atlantique, comme le projet de la Chapelle-Neuve par le préfet du Morbihan. Sur ces deux derniers sujets, il est à noter qu'une forte mobilisation citoyenne y est sans doute un peu pour quelque chose. Voilà, je vous remercie. Les questions viendront après toutes les interventions de terrain qui vont suivre. Voilà. La mobilisation citoyenne y est pour grandement quelque chose. Allez-y, jetons-nous des J'espère fleurs. bien, j'espère bien. Je suis resté prudent.